Voilà, madame, monsieur, bienvenue à vous, à notre magazine autour de questions d'actualité. C'est votre magazine de la rédaction. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous monsieur Fanfan Massiantima. Il est président du mouvement citoyen Dressons nos fronts. Président, bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, vous le savez vous tous que l'actualité reste dominée par l'adresse du chef de l'État à la Nation. C'était le lundi 13 décembre. Le président de la République s'est adressé à la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ensemble, avec notre invité, nous allons essayer d'analyser. Alors, Président Fanfan Massiantima, vous avez suivi copieusement les discours du chef de l'État. Quelle lecture avez-vous fait ? Bon, nous avons constaté que le président de la République est tout à fait conscient des réalités qui vivent les jours le peuple congolais. Okay. Notamment du point de vue social, je crois que le président a eu à brosser sur la situation sociale qui prévaut dans les pays. C'est une situation qui est tout à fait alarmante. Okay. Deuxièmement, le président de la République est conscient de la guerre de l'Est qui doit nécessairement terminer. Il s'en est pris à bras le corps, il est à pied d'œuvre et il nous promet des solutions dans ce sens-là. Okay. Et aussi l'armée ougandaise qui travaille en collaboration avec notre armée parce que nous vivons les mêmes réalités dans le cas des ADF. Cette armée a une durée limitée pour opérer sur notre sol et il nous a rassuré que ça a été avec la demande du Parlement. Donc le Parlement était au courant, contrairement à ce que disait l'opinion. Okay. Et puis, par rapport à la justice aussi, il est conscient de la réalité de notre justice qui ne fait pas son travail parfaitement bien. Et il dit qu'il y a des efforts dans ce sens-là. Et un coup de chapeau au niveau de l'inspection des finances qui a pu aussi faire un travail remarquable pour encadrer les recettes de l'État. Et il a promis de promouvoir aussi la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes, c'est un organe important dans le contrôle des finances publiques. Voilà un peu ce que nous avons retenu, parce que c'était un très grand discours qui parlait même des infrastructures, notamment les projets sur les infrastructures, les routes qui doivent être faites, et aussi dans le cadre des jeunes, des œuvrés, il faut une réinsertion sociale. Et ça, le président en a brossé dans son discours. Succinctement, vous avez suivi vraiment copieusement les discours du chef de l'État, un discours éloquent. Il a brossé vraiment l'état de la nation, comme s'il vit avec la population. Il a parlé comme un bon père de famille. Le chef de l'État a reconnu avec regret que l'eau, l'électricité, les transports posent un problème ici en RDC. Vous êtes acteur de la société civile, je vous ai présenté tantôt là comme président du mouvement citoyen. Est-ce que c'est la même réaction par rapport à ce que le président a dit? Oui, naturellement. Les problèmes d'accessibilité en eau potable, en électricité, c'est un casse-tête. Et aussi les transports dans les villes urbaines, à l'instar de la ville de Kinshasa, c'est tout un problème. C'est vrai, c'est le gouvernement, il parle en tant que chef de la nation, mais les solutions, nous l'attendons aussi de lui. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait des véritables politiques. C'est lui qui porte la vision de l'État. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, les transports, c'est un casse-tête. Un casse-tête, nous avons des transports qui ne vaut pas la peine pour une ville de millions d'habitants. Dans une ville comme la nôtre, on devait avoir des trains urbains. Mais qu'est-ce qui nous manque? Ce sont des routes, bien par exemple, bon projet pour des bons les projets transports, des transports de la ville de Kinshasa. Lorsque nous parlons des trains urbains, c'est dans ces pays, pas plus tard, ou 15 ans, il y a eu un train urbain. Les gens ont conçu même sur les rails. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que nous puissions revenir à la situation normale? Aujourd'hui, nous avons le bus Transco, la société des transports. Mais cette société, nous voyons, il est incapable d'absorber le besoin en transport. C'est comme ça que nous avons toujours de bus 207, des tristes mémoires que nous avons là. Et aujourd'hui, pire encore, nous avons les transports moto. Tu ne sais pas circuler dans cette ville sans que vous ayez des égratignures. Et c'est cela nous pose véritablement problème. Mais le président a quand même fait un pas avec le saut de mouton, par-ci, par-là, mais on remarque toujours des embouteillages sur le terrain. Il y a pas mal de circulés dans des heures de pointe. Nous l'avons dit que le saut des moutons n'était pas le véritable résultat de ces pays. Alors il fallait quoi? Parce que je rappelle, madame, c'est un architecte aussi, de formation. Voilà, il fallait passer aussi à la réhabilitation des routes. C'est ce travail qui est en train d'être fait. Félicitations dans ce sens-là parce que
peut-être avec les projets Djile Djelou, il y a des projets Kinelenda qui arrivent, qui est en train de se mettre en place. Nous aurons des voiries stables. Parce que si nous avons des très belles voiries, ça peut aussi renforcer la fluidité, ça peut aussi pousser des entreprises de transport beaucoup plus organisées de prendre ces secteurs qu'on a laissés dans un désordre total et terrible. Parce qu'il faut organiser aussi la ville. Mais parce que est-ce qu'il y a des entreprises sérieuses pour faire ces travaux? C'est ça le problème. Souvent, on fait recours à des étrangers pour réhabiliter et peut-être aussi reconstruire. C'est ça aussi les problèmes. Mais vous, pourtant, vous êtes des architectes, vous êtes des Congolais, vous avez étudié ici en RDC, vous avez quand même l'expertise. Je me rappelle, le chef de l'État a dit qu'il veut faire des Congolais des millionnaires. Mais sur le terrain, les réalités ne suivent pas. Il vient aussi de parler lui-même des climats des affaires. La réalité, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes par exemple dans le PME. On lance les appels d'offres, je vois. On doit réhabiliter par exemple les écoles de l'EPSP. Là, nous sommes dans les cadres vraiment social et dans l'entrepreneuriat. On vend des cahiers hier qui se vendaient à $200. À $400, l'EPSP vend ses cahiers à $2700. Et pourquoi? Mais c'est ça la question que nous nous posons. Est-ce que vous voulez construire une PME locale où il y a anguille sous roche? Vous ne pouvez pas parler d'une part qu'on veut créer des Congolais millionnaires, c'est-à-dire que vous voulez relever des Congolais qui sont dans un niveau plus bas de PME pour qu'ils deviennent des grandes entreprises. Et d'autre part, créer des situations qui ne leur permettent pas d'évoluer. Et tout le monde en parle, et c'est ça. Maintenant, quand vous le faites, ça signifie quoi? Vous ne voulez pas que les PME puissent évoluer. C'est-à-dire, il y a un réseau, peut-être mafieux, qui veut se mettre en place. Et nous interpellons à travers les entrepreneurs qui nous suivent, à travers la télé, à travers votre chaîne, connaissent cette difficulté. Depuis que je suis là, même à l'époque de Kabila, aucun cahier de charges ne s'est vendu à $2700. Dans ce pays, lorsque vous voyez un cahier qui coûte $800, ce sont des grands travaux. Mais vous faites des travaux des écoles, qui sont des travaux réservés aux PME, et vous vendez le cahier à 2700. Vous voulez croire que vous voulez créer des millionnaires au Congo, tout en créant des situations qui ne permettent pas aux entrepreneurs, ingénieurs d'émerger. Donc, il y a une réalité telle que nous disons des choses, nous avons des intentions, mais est-ce que la pratique suit les intentions qu'on est en train de mettre sur la table? Mais il faut toujours dénoncer, monter au créneau pour revendiquer aussi. Ah, mais c'est ça. Oui, parce que c'est pas facile aussi d'entreprendre ici en RDC. C'est pas facile. Je vous dis tout de suite, lorsque vous lancez une entreprise dans les pays comme le nôtre, peut-être le chef de l'État, en disant cela, il n'est pas conscient. Mais vous avez des multitudes de taxes. Dès que vous ouvrez, c'est comme si ces gens-là, ils veulent t'appauvrir, ils ne veulent pas. Parce que vous avez... C'est comme si c'est réveillé. Vous avez l'autorisation d'ouverture qui est normale. Mais vous avez, par exemple, si vous jouez la taxe sur la censure, quel est ce monsieur qui joue juste la musique, qui n'a pas mis des chansons sur le marché, doit payer une taxe pour la censure? Et vous payez $300 par an comme ça là. Et des magistrats comme ça qui viennent prendre de l'argent aux paisibles citoyens qui ne peuvent pas évoluer. Et là, est-ce que vous encouragez l'entrepreneuriat? Non, pas du tout. De l'autre côté, vous avez... Je vous dis beaucoup de taxes sur l'environnement. Vous avez la taxe sur la salubrité. Vous avez la taxe sur le Covid-19. Ah bon? C'est toujours l'environnement. Déjà, je vous dis. Ben, c'est une occasion d'en profiter. C'est une occasion d'en profiter. Vous avez la taxe sur la dératisation. Je vous dis, vous pouvez avoir 10 taxes rien que sur l'environnement. Ça, c'est le climat d'affaires dans notre pays. Je ne sais pas si on parle de climat d'affaires, on veut viser les étrangers. Mais et pourtant, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut penser aux entrepreneurs congolais qui sont au Congo, mais qui sont incapables d'émerger à cause de beaucoup de taxes. Ce que je vous dis, c'est vrai parce que ceux qui entreprennent connaissent que ce que j'ai dit, c'est une vérité. Et nous sommes dans un pays où nous payons tellement de taxes, à telle enseigne que vous avez une entreprise qui naît et à la fin de l'année, l'entreprise ferme. Oui, ferme ses portes, catégoriquement. Si vous êtes, par exemple, d'autres pays en Europe, on vous donne une année. Mais sous d'autres cieux, c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. La première année, d'abord, on te laisse faire. Tu payes on voit rien, comment tu évolues d'abord. Tu évolues, ça te permet de consolider les capitales. Et la deuxième année, on vous taxe. Et puis, on taxe plus cher ceux qui ont l'argent. Chez nous, on taxe plus les pauvres. Que et puis, riches, ceux qui ont l'argent, ce sont des vrais corrupteurs. Parce qu'ils ont l'argent, ce sont des gens qui ont des parapluies, des généraux, tu ne peux pas les déranger. Mais ça existe toujours ces influences-là. Mais ce sont des influences. C'est les gens qui viennent payer, demander des taxes, ce sont des hommes. Si on vous corrompt sur les champs, parce que l'autre a beaucoup d'argent et que tu souffres, finalement,
tu fermes les yeux. Mais seulement, ceux qui sont pauvres sont incapables de faire ça. Et les conséquences sont telles que les gens ne savent pas entreprendre dans notre pays. C'est difficile d'entreprendre dans un pays comme le nôtre. L'environnement d'entrepreneuriat pose problème. Problème avec des taxes Covid-19. Les jours où vous allez vous décider d'ouvrir votre salon, c'est ces jours-là vous comprendrez que c'est un pays très dangereux pour entreprendre. Hein. Et le climat des affaires ne peut pas se limiter au niveau seulement de grandes sociétés qui viennent investir. Mais qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État? De supprimer ces taxes, ceux qui profitent? Est-ce que ça profite du moins à la caisse de l'État ou bien vous imaginez, aux individus? Vous payez la DGI, mais vous devez encore payer la taxe d'hôtel de ville. Vous devez encore payer la taxe sur la commune. Mais rien que votre enseigne que vous mettez là, vous devez payer pour ça. Au mètre carré, chaque mois. Je vous dis, il y a tellement de taxes ça profite maintenant à l'État congolais, à la caisse ou bien ça profite aux individus. Aux individus. Parce que finalement, c'est de l'argent que vous ne payez pas à la banque. Pas à la banque, il n'y a pas de reçus, il n'y a rien. Il n'y a pas de reçus. Ce sont ces gens-là, ils viennent te compliquer. À la fin, vous les payez. Mais vous verrez que la somme qu'on donne à l'État est moindre que tous les frais administratifs qui sortent. Mais je me demande, dans ces services, il n'y a pas de contrôle. C'est ça le problème. Mais si dis-moi, il y avait des contrôles, on va comprendre que non, c'est pas comme ça que si nous pouvons doit agir. En matière électorale, nous demandons qu'il y ait des élections communales et municipales. Ça nous permettra, à travers les assemblées communales, de contrôler nos PB. Aujourd'hui, nous en venons au chef de l'État, parce que nous pensons que c'est lui qui doit tout résoudre. Mais il n'a qu'à libérer les élections municipales. Pourquoi ils ne les font pas? Mais dis-moi, il faut qu'il y ait des personnes, des personnes qui ne seront pas corruptibles. C'est ça le problème. Oui, mais lorsque vous avez des élections municipales, vous avez un bourgmestre élu. Ce bourgmestre aura un cahier de charges. Ce bourgmestre sera redevable vis-à-vis de la population. Donc ce bourgmestre ne va pas se permettre de rançonner les paisibles citoyens pour une taxe qui n'en vaut pas la peine. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, les élections municipales sont importantes. Moi, j'en appelle au président de la République. Il a parlé des élections, mais nous lui demandons d'organiser les élections municipales. D'abord municipales. Les élections municipales sont importantes, même dans des pays unitaristes les plus en vie. Mais les mairies ou les villes sont des entités décentralisées. Vous nommez des gens, c'est bien, mais ces gens ne viennent avec aucun programme. Élus quand même, S'ils sont élus, ils auront un programme de la commune. Ils vont présenter un projet des sociétés. Un projet des sociétés cohérent pour la commune. Et à ce moment-là, parce que c'est la commune qui donne l'autorisation d'ouverture, nous, les citadins, avec nos conseillers municipaux, nous allons faire passer les messages. Et ce message va passer terriblement parce que la commune aura son cadre légal, son cadre juridique, il aura des domaines où il est souverain. Et puis la commune peut jouer même sur des petites concurrences inutiles. Ce n'est pas que le président de la République doit venir appliquer la loi sur les petits commerces. Donc, apparemment, le président est trop chargé. Oui, mais c'est comme ça qu'on a décentralisé. À la fois. Il faut vraiment décentraliser. Voilà. Parce que quand vous avez un maire élu, ce maire-là ne rend pas compte au président de la République, il rend compte à l'Assemblée municipale. Et l'Assemblée municipale, c'est les citadins. Et les citadins posent leurs problèmes. Et à ce moment-là, les villes sont gérées. C'est comme ça qu'on gère des villes, partout dans le monde. Les maires des villes, ce sont des personnes élues. Parce qu'on suppose que les habitants des villes, souvent, ce sont des habitants très instruits. Et l'ont choisi, c'est ça aussi les problèmes. Voilà, donc, lorsque nous parlons des élections, c'est bien, mais ici, le focus est mis principalement sur les élections législatives et les élections présidentielles. Les élections municipales, les activités de sensibilisation, c'est même la base quand même. Or, c'est la base du développement. Nous interpellons, nous pensons que nous serons écoutés. Parce qu'on en parle, on fait fi. Il faut toujours parler, ce sont des plaidoyers qu'il faut toujours faire, tout ça. On fait fi de tout ça. Nous demandons au chef de l'État de penser à cela. Pourquoi on ne fait pas ça? Il a dit, on veut un État véritablement démocratique. Oui, il a dit, mais dans la pratique, faites-nous aussi un État véritablement démocratique. Et pensez-vous qu'il y aura élection en 2023? Parce que le président a rassuré qu'il y aura réellement des élections en 2023. Mais il faut qu'il y ait tout. Il a même demandé aux partis politiques d'opposition d'envoyer leurs représentants à la CENI. Est-ce que les moyens sont réunis pour avoir des élections? Nous, d'abord, ce que nous demandons, il faut qu'il y ait un calendrier pour toutes les élections. Et ça, cette fois-là, il faut que les gens montent au créneau ensemble avec les autres.
Parce qu'on ne va pas commencer toujours à faire les élections présidentielles et municipales. On fait fi de tout ça. Présidentielle, législative. Présidentielle, législative, législative. Oui, okay. Pourquoi pas les élections municipales? Okay. Pourquoi? Parce que vous voulez nommer des gens que vous voulez... Peut-être par rapport aux moyens, par rapport au temps. Non. Ce pays a des moyens, nous avons un budget de 10 milliards. Okay. Donc, les élections sont un facteur important pour la stabilisation démocratique. Okay. Et nous avons fait les choix des élections. Et nous devons en payer les prix. Deuxièmement, les élections doivent être organisées. C'est bien. Oui. Mais il y a des préalables. Le recensement. Est-ce qu'on a fait... Le président dit qu'il veut être le véritable démocrate qui soit. Mais les recensements, pourquoi on ne peut pas le faire? On peut les combiner. Et le recensement et l'enrôlement, qu'est-ce que ça fait? On peut les combiner. Bien sûr, madame. Ça pose aucun problème. Okay. Parce que le même système qu'on fait pour enrôler, c'est le même système qu'on fera pour... Mais est-ce que un autre problème, c'est que est-ce que les partis politiques seront prêts pour les élections? Parce que pendant qu'on parle du bureau de la CENI, il y a les forces vives qui parlent de marches, de sit-in. Vous voyez qu'il y a toujours des problèmes. Mais ça c'est déjà vu. Ils ont toujours fait des sit-in, les élections toujours liées dans ces pays. Donc là, les partis politiques font pression, c'est normal. Parce qu'ils ne peuvent exiger... Les partis politiques congolaises, malheureusement, ils n'ont pas de programme, ils n'existent que sur de baisse. Parce que si nous avions des partis qui ont des programmes, ils allaient contredire, ils allaient proposer le meilleur programme par rapport à ce qui est présenté. Mais aujourd'hui, nous sommes face à des partis politiques qui ne peuvent exister qu'autour de buzz. Comme qui dirait qu'ils ont les mêmes projets, des sociétés, donc tous les partis ont les mêmes projets, les mêmes plans d'action, tout ça, donc c'est compliqué. Et pourtant, lorsqu'on initie un parti, on a une vision. Les projets, les problèmes dans ces pays sont les mêmes problèmes. Mais la manière de présenter les problèmes compte. Chaque leader a son aura de présentation. Et c'est cela, toute la différence. Vous comprenez? Mais ici, quand on voit les partis politiques, la plupart de leur vision ne porte que sur les droits et l'économie. Mais il y a les capitaux humains est ignoré souvent dans les partis politiques. C'est ça justement parce que... L'intérêt personnel tout ça, de nos politiques. Parce que si vous avez des partis politiques où vous avez des hommes ou des entrepreneurs qui ont une vision d'entrepreneuriat, vous verrez que le discours sera tout autre. Si nous parlons aujourd'hui, nous parlons souvent sur les capitaux humains, il faut investir sur l'entrepreneuriat, nous voyons les problèmes des taxes sur terrain, comment on décourage les jeunes à entreprendre, parce que nous sommes pleins dedans. Vous comprenez? Et il faudrait que les discours politiques changent aussi. Les leaders de demain doivent parler de ces choses-là. Donc ça nécessite aussi une préparation, que le parti politique prépare aussi leurs membres. C'est ça le problème. Ils doivent être prêts à préparer les électorats. Aujourd'hui, il y a l'élection. Ces élections-là vont avoir lieu. Au-delà de base, il faut avoir des experts électoraux dans votre parti politique. C'est important. Ils doivent mettre en place votre fichier, le fichier de vos membres. Parce qu'un parti politique a le rôle d'encadrer ses membres qui doivent s'enrôler, ils doivent comprendre que moi, dans mon parti, nous avons eu autant de personnes qui se sont enrôlées. Donc nous sommes sûrs, au-delà des sympathisants, mais nos membres effectifs sont 10 000. Donc, théoriquement, nous pouvons avoir 2 députés, par exemple. Mais quel est ce parti politique qui a son fichier dans ces pays? Parce que ce n'est pas interdit. Les élections sont des stratégies. La plupart des partis politiques qui ont gagné les élections dans ces pays, ce sont des partis politiques très organisés, qui ont eu à préparer les élections. Mais ça prend beaucoup de temps pour préparer les élections, c'est ça? C'est seulement au moment de la campagne électorale qu'on doit s'afficher. Les élections ne se préparent pas au moment de la campagne électorale. Les élections doivent se préparer maintenant. Vous devez être en possession du calendrier électoral. Ce calendrier, au-delà, vous pouvez ou ne pas être d'accord, mais vous devez avoir un expert électoral qui maîtrise les ABC de l'élection. C'est-à-dire qu'ils doivent maîtriser les cadres juridiques de l'élection. Et ils doivent maîtriser les cadres techniques. Parce que c'est anormal qu'un président d'un parti politique puisse mettre en place son dossier pour devenir député, les dossiers rejetés. Mais c'est une négligence. Ça prouve, c'est de l'improvisation, de l'impréparation, même de ce monsieur en tant que président d'un parti. C'est pas normal. Et ce sont les partis congolais, pour la plupart, sont comme ça. C'est-à-dire ce sont des gens
qui gère les partis au gré des vagues et au gré du maire. Aucune préparation stratégique. Ce sont des erreurs que nous constatons. Pendant qu'ils sont en train de marcher, de faire des sit-ins, des réclamations, mais ils doivent se rappeler que les élections doivent se préparer. Quel est le cadre juridique de notre élection? Déjà, nous ne sommes pas d'accord si c'est l'élection présidentielle à un seul tour. Il fallait, au lieu seulement de faire pression sur la personne qui a été mise en place, mais faites aussi l'élection sur le cadre légal de demain. Parce que nous voulons des élections à deux tours. Mais tout ça demande aussi les moyens. Nous voulons un président qui doit avoir un ancrage social. Pas un président qui est voté par 30% des Congolais. Et vous verrez que ce président a des difficultés à s'imposer légitimement. Il est obligé soit de se couvrir autour du parti, autour de la tribu, autour de ceci. Parce que vous devez chercher cette légitimité. Or, si le président, avec deux tours, le président qui est élu à 50-60%, c'est un président qui a un ancrage social indiscutable. Mais tout ça, ça demande aussi les moyens. Au-delà des moyens, nous avons choisi les élections à un prix à payer. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsque le président est élu d'une manière minoritaire, il doit faire des efforts de consensus. Et vous aurez un gouvernement fragile, où il faut partager avec les autres. Vous avez été élu, mais bon, de l'autre côté, dans le cas d'espèce, le président de la République, il n'a pas assez de députés, il n'a pas un ancrage énorme, il doit faire de la compétition avec Bahati. Peut-être que vous ne partagez pas la même idéologie politique. Vous devez débaucher là-bas. Ce sont des pratiques qui sont malsaines dans la société. Donc, il y a la transhumance. Les élections à deux tours, ça sera les élections, quand même ça une réconforte. Solution, parce que le président, il a l'échiquier et il sera porté par ces gens-là comme un corps. Vous comprenez? Donc déjà, le cadre juridique de notre élection doit être revu rapidement. Mais tout ça, le problème de ça après 2023, c'est ça? Non, pas après 2023. Ça doit être revu maintenant. La loi électorale, je ne sais pas si c'est on parle de réforme. Parce que le président de la République a dit qu'il y a des lois qui sont au niveau du Parlement. Donc nous pensons que des lois de réforme comme ça sont au Parlement. Ce sont des situations qui ont été créées par le gouvernement qui est passé dans le cadre de contrôler les présidents qui viennent d'après. Vous pensez que ça va crédibiliser nos élections? Mais non. C'est important. Parce que juste après les résultats, on crie à la tricherie, on crie... C'est important. Et puis deuxièmement, les problèmes d'essai. Tout ça doit être revu. Parce que ces problèmes posent beaucoup de problèmes pour la jeune démocratie comme la nôtre. Il faut que les autres puissent émerger. Quelqu'un qui est brillant, qui a mis en place son système, son parti politique. Mais les seuils quand même la même down. Les mettre down parce que vous devez faire face à des vieux politiciens, à des discours démodés. Et la plupart sont des mêmes personnes qui reviennent. Les mêmes personnes qui reviennent, nous voulons de nouvelles figures, des gens qui pensent autrement. On doit leur donner la chance. Parce que nous avons un microcosme politique avec des vieux politiciens qui n'ont rien donné. Qui existent là, mais les pays n'avancent pas. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération. Mais cette génération n'a pas de moyens. Cette génération n'est pas obligée d'être derrière ces vieux loups avec des politiques compliquées. On dit que la génération montante n'a pas d'expérience. Non, non. C'est ça le problème. Quand on dit expérience, il faut se le dire. Moi, je suis entrepreneur. Quand un jeune qui est au-delà de 40 ans, qui a déjà travaillé, est très expérimenté. Peut-être l'expérience politique. Mais quelle est l'expérience politique que nos politiciens ont dans ces pays? C'est une expérience de tricherie qui n'a jamais apporté le développement. C'est vrai. Mais il nous faut des expériences autres que celles qu'ils ont comme expérience. Ils ont l'expertise. L'expertise en la matière. Qui a apporté quoi dans le développement de ces pays? Rien du tout. D'accord. Alors, Président Fanfan, le chef de l'État a parlé de la réforme de la justice. Comment voyez-vous notre justice? Est-ce qu'elle est malade? Totalement malade. Totalement malade. Il faut qu'on se dise la vérité. Heureusement que le président l'a reconnu. Quand vous êtes dans une justice où il y a une grâce présidentielle qui sort, on met des noms qui ne pouvaient pas être là. Ça ne peut que déranger. Ça peut nous mettre tout le monde. Vous parlez de la liberté provisoire de Vital Kamerhe? Non, je parle souvent de la grâce présidentielle qui a été accordée à l'ex-ministre Willy Bakonga. Ça crée un véritable étoilé. Bon, quant au président Vital Kamerhe, la justice a donné son point de vue. C'est vrai, c'est un procès qui a été suivi par des milliers de Congolais à travers le pays, mais il faut expliquer à cette opinion-là que véritablement on devait les libérer. Et là, ça peut aussi être un casse-tête. Parce que l'opinion, apparemment, l'opinion
dans sa majorité, n'est pas tout à fait d'accord. L'opinion nationale. Oui. Je parle de l'opinion nationale. Ok, très bien. On ne parle pas des partisans. Il y a l'opinion nationale, mais qui trouve un peu pourquoi ça. Mais à un moment donné, il faut vraiment une véritable pédagogie pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Même moi aussi, j'ai des questions à me poser. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autant plus que je ne suis pas juriste. Je dois me renseigner davantage. On a dit que la justice est indépendante. La justice cela ne dépend pas du chef de l'État. Ça ne dépend pas du chef de l'État, mais si le chef d'État met du point, en parle, c'est-à-dire quelque part, il a trouvé qu'il y a des dérapages. C'est vrai, il est le magistrat suprême. Vous comprenez, en tant que magistrat suprême, la justice fait aussi partie de ses responsabilités. Et nous avons un conseil supérieur de la magistrature qui doit prendre toutes les mesures de la situation. Vous comprenez? Donc, la réalité du président Kamere, ça, ce sont des trucs qu'il faut bien étudier pour essayer de comprendre, parce que, bon, c'est des procès parfois pour y teinter des politiques. Il faut bien avoir de véritables lunettes. Mais pour des raisons sanitaires, et puis c'était sous caution, c'est quand même admissible. Je ne suis pas juriste, ce sont des matières où je me réserve de trop commenter, parce qu'il faut avoir la technicité qu'il faut pour mieux parler. Prochainement, peut-être que vous aurez des juristes, ils peuvent en venir. Très bien. Alors, ce qui est vrai, la justice dont on doit parler ne peut pas se limiter à ce niveau-là. Notre justice, c'est au niveau des justiciables, nous qui n'avons rien, qui allons auprès des parquets, auprès des magistrats, qui nous demandent tout le temps de l'argent. Que vous ayez raison, que vous ayez dans la justice vous devez donner l'argent. Donc, déjà, il dit qu'ils n'ont pas de frais administratifs, c'est à toi d'acheter des papiers, les bics, les papiers, tout ça, il faut acheter aussi les carburants pour les magistrats. Qui ne sait pas se déplacer, parce que, vous voyez, tout ça sont aussi des éléments de corruption. Parce que quelqu'un est juste retenu, non pas parce qu'il a tort ou raison, mais parce qu'il n'a pas assez de moyens pour payer ces petits fonctionnements des magistrats. C'est là où c'est ridicule. Alors, Président, vous allez parler rapidement de la présence de l'armée ougandaise dans le sol congolais. Le chef d'État a confirmé la présence de cette armée et il dit que le temps imparti pour cette armée est vraiment déjà bien déterminé. Quelle est votre réaction? Évidemment, c'est le président de la République. Il a la mesure de la situation. Comme il a la mesure de la situation, il nous a dit, nous vivons avec l'Ouganda, la même réalité, avec des ADF. Et qu'il fallait mutualiser les efforts pour que nous puissions bouter cet ennemi en dehors de nos zones de nuisance et aussi Ouganda puisse retrouver la paix. Il ne faut pas oublier, à Ouganda, il y a eu des attentats. Les gens sont morts. Des attentats qui ont été revendiqués par les ADF. Je pense que, vu l'ampleur de la situation, Ouganda a vu la mesure. Ce que nous ne voulons pas, qu'on ne vienne pas nous demander une facture de la guerre. Ça, c'est une facture ou bien droit. Parce que quand nous disons facture de la guerre, c'est tout ça. Ce sont des choses qu'on ne veut plus. On n'est plus à ce stade-là. Nous ne paierons pas la facture de cette guerre. Il s'agit d'une mutualisation des efforts. L'Ouganda nous doit plus de 10 milliards. Cela ne peut pas nous empêcher demain de demander ces 10 milliards. Parce qu'il ne s'agit pas de la responsabilité seulement du président de la République, c'est la responsabilité de la République. Qui dit République, il y a toutes les institutions et les parlements qui doivent être consultés si nous devons effacer cette dette ou pas. Mais notre argent, qui est de 10 milliards, doit être payé parce qu'il s'est passé des choses dans ces pays. Aujourd'hui, c'est l'Ouganda et on apprend aussi qu'il y a un accord qui a été signé avec le Rwanda. Donc, c'est-à-dire que la RDC est devenue vraiment ouverte à toute collaboration, c'est ça? C'est la politique diplomatique du président de la République. En toute chose, il faut considérer la fin. Nous pouvons juger aujourd'hui que le président est sur une mauvaise piste et si demain ça apporte des fruits. Ça peut être compliqué. Il a la mesure de la situation, il comprend ce qui se passe, il a des données que nous n'avons pas. Il a pris des engagements avec ces pays, il les a pris heureusement au vu aussi de tout le monde. Avec le Rwanda, il y a la signature de l'exploitation de nos minerais en or qui doivent être exploités là-bas, qui doivent être raffinés au Rwanda. Mais la réalité, c'est que nous manquons d'emplois dans ces pays. Alors, M. Fonfon, vous saluez les discours du chef de l'État parce qu'on arrive à la fin. Vous saluez, c'est un discours quand même qui est à la hauteur. C'est un discours qui a été sincère. Le président de la République a été sincère, il a relevé les réalités du pays. Mais, c'est vrai,
c'est 3 ans de son mandat, mais dans ce quinquennat qui arrivera, il n'aura pas à donner toujours des discours. Ils doivent nous dire les véritables solutions qui ont été apportées à ces mots-là. Parce que la situation sociale du peuple congolais, ça n'a pas commencé avec lui. Donc, nous les rappeler, c'est bien, mais nous les connaissons. La situation de desserte en eau potable, en électricité, nous l'avons connue. Mais il doit nous dire ce qu'il en a fait. Il a rencontré le pays à ce niveau-là, mais quelles sont les améliorations autour de ça? Aujourd'hui, coup de chapeau, et la diplomatie est rayonnante, c'est bien, mais la situation sociale, c'est la vérité de toutes les politiques qu'on applique. D'accord. C'est le peuple d'abord, c'est le peuple qui va primer. Mais c'est ça la vérité. Wait and see, voyons voir ce qui va se passer avec les temps. Merci, Président Fonfon-Massy Antima, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Madame, Messieurs, je rappelle que j'ai recevé pour vous Monsieur Fonfon-Massy Antima. Il est président du mouvement citoyen Dressons nos fronts. On a essayé d'analyser avec lui les discours du chef de l'État, son adresse à la nation. Vous le savez, le président de la République s'est adressé à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Alors, merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à Papa Freddy. Merci à Freddy Vouantoko. Merci à Rigen Bala. À très bientôt. Bye bye.